Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est avec un très grand plaisir que je reçois aujourd'hui pour notre webinaire du think tank Ressources deux panélistes singuliers et d'horizons très différents et que je remercie d'ores et déjà d'avoir accepté notre invitation pour échanger sur des questions qui ont été préparées avec Paul Testard, délégué général de l'association Moi Je Trie et membre de Ressources, sur une thématique qui est complexe. Quelle place pour la finance durable et les nouveaux mécanismes à impact pour le développement des services essentiels? Alors, en guise d'introduction, je vous propose d'abord, bien évidemment, une rapide présentation des profils respectifs en commençant par vous, Valérie Mazon. Valérie Mazon, vous êtes directrice générale de Danone Communities. Vous avez une petite trentaine d'années d'expérience dans les catégories, j'allais dire, santé en particulier, chez Danone, chez G&G, dans les pays qui sont des pays émergents pour la plupart, la Chine, l'Inde, et puis un certain nombre de pays africains. Vous avez travaillé de manière extrêmement opérationnelle, mais aussi du point de vue stratégique dans des environnements extrêmement complexes. Et vous avez rejoint Danone il y a 6 ans maintenant pour véritablement lancer, je dirais, une deuxième partie de votre carrière qui était liée à la recherche de l'impact. Vous êtes une forte croyance, je dirais, des mécanismes de long terme et vous avez toujours, dans votre parcours professionnel, recherché ce que certains appellent le think out of the box avec la création, mais aussi la mise en œuvre de nouveaux business models. Merci beaucoup, Valérie, d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Avec vous, Jérôme Bellin. Alors, Jérôme, bonjour. Vous avez, vous, une quinzaine d'expériences en développement durable, mais aussi en stratégie climat. Vous êtes diplômé d'IEP, Bordeaux et du King's College à Londres, en politique de l'environnement. Vous avez été directeur des programmes aux Ateliers de la Terre, qui est un think tank de référence sur les enjeux de durabilité, et vous avez aussi été l'un des organisateurs de la Global Conference. Vous avez accompagné de très nombreuses entreprises aujourd'hui sur l'analyse d'environ à peu près 1000 projets de compensation à carbone certifiés. Et vous avez contribué d'ailleurs à compenser près de 50 millions de tonnes équivalent CO2 pour le compte de vos clients sur les 10 dernières années. C'est votre track record. Alors en 2021, vous cofondez Removal avec pour ambition de contribuer à l'objectif net zéro en facilitant mais aussi en massifiant l'investissement dans des nouveaux projets de compensation carbone et de séquestration. Vous êtes aujourd'hui d'ailleurs le directeur général de Removal. Vous êtes aussi membre du comité d'orientation de Green Cross France et Territoire et aussi secrétaire général de l'association Batali qui œuvre pour l'accès à l'éducation en République centrafricaine et en RDC avec un peu plus d'une dizaine d'écoles et 2200 enfants scolarisés. Bonjour Jérôme, merci d'être avec nous aussi. Et enfin, quelques mots de présentation de Paul Testard. Alors, Paul Testard, lui, d'abord, vous êtes un membre effectivement de ressources depuis maintenant quelques mois. Vous êtes engagé depuis une douzaine d'années dans le développement de projets à impact international, principalement d'ailleurs en Asie du Sud-Est et en Afrique. Vous aviez commencé votre carrière chez Lafarge avec un tout premier projet de logement abordable en Indonésie en 2011. Vous avez en 2018 orienté votre trajectoire, disons, sur le secteur déchets avec la volonté de participer à la construction de solutions pérennes en Afrique de l'Ouest qui en avait et qui en a toujours d'ailleurs de très, très, très grands besoins. Voilà, en 2020, vous êtes à l'initiative d'une refonte stratégique et du développement à l'international d'ailleurs de l'ONG Moi Je Trie, dont vous êtes aujourd'hui le délégué général avec une équipe d'une trentaine de collaborateurs dans 3 pays. Puis évidemment, vous avez d'autres passions en parallèle de tout cela, notamment sur des missions de conseil auprès de groupes dans l'eau potable, dans les pays émergents. Vous êtes aussi membre de la startup Green Citizens, qui est une référence dans l'IoT dans le secteur de l'environnement. Quelques mots, merci beaucoup Paul d'être avec nous et vous allez d'ailleurs assurer le rôle de modérateur de cette session. Alors je voulais, avant de vous passer la parole, Paul, dire quelques mots très brefs de présentation à propos de ressources que certains connaissent, pas tout le monde, et donc je vais vous en dire 2, 3 mots très rapidement. Notre think tank, c'est d'abord et avant tout une très très grande aventure humaine qui a été créée en 2004 et qui rassemble des personnalités très diverses, des universitaires, des représentants d'ONG, des politiques, des institutionnels, mais aussi des dirigeants du secteur privé, du secteur de la santé, des acteurs du développement, des
patrons de fonds d'investissement, mais aussi de fondations. On a tous en fait le partage d'une véritable conviction qui est l'importance première qui doit être accordée aux services essentiels et à leur accès comme une véritable source de développement humain. Alors, ressources a pour objectif d'alerter, dialoguer, recommander et aussi faire savoir afin de mobiliser l'attention des décideurs et des médias sur des problématiques d'accès aux services de base dans les pays émergents, dans, je dirais, l'objectif ultime d'une vraie prise de conscience, d'une mobilisation et de la mise en œuvre d'actions concrètes. Le thème qu'on a choisi aujourd'hui sur la finance dite durable a vocation à illustrer de façon pragmatique ces nouveaux mécanismes financiers au service du développement. Je vais m'effacer maintenant et je vais, pour en parler, passer la parole à notre modérateur, Paul. Paul, la parole est à vous. Patrice, alors effectivement, on est sur un sujet qui est pas évident. En préparant un peu le webinaire, on a bossé un peu le sujet. Effectivement, on n'a pas l'impression qu'on a tous la même définition de la finance durable. Donc c'est pas un sujet simple. Alors on a pris le parti en vous invitant donc Valérie et Jérôme de travailler sur deux thématiques particulières qui font partie de la finance durable, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc on va parler pas mal de fonds à impact, notamment avec vous Valérie, et puis on va dire de compensation carbone, mais d'autres mécanismes au service des services essentiels avec vous Jérôme. Donc c'est un parti pris, on est bien conscient qu'on ne peut pas tout traiter, mais on va essayer à travers ces deux expertises en tout cas de brosser quand même une définition de la finance durable et essayer d'avoir quelques conclusions, quelques définitions à la suite de ce webinaire. Donc, on va commencer tout de suite peut-être avec vous, Valérie. Peut-être si vous pouvez nous donner un peu quelques éclairages de ce que c'est la finance durable pour vous, à travers l'expérience notamment de Danone Communities, mais pas que. Voilà, donc on vous écoute. Merci beaucoup, Paul. Merci, Patrice. Je suis ravie d'être là pour pouvoir échanger et discuter avec vous sur la finance durable. Je vais commencer en disant, je ne suis pas une financière, donc je ne vais pas utiliser trop de termes techniques. Je vais plutôt partager avec vous l'expérience que je peux vivre un jour le jour depuis maintenant 6 ans, à travers à la fois le fonds à impact Danone Communities, mais aussi à travers toutes les discussions et l'accompagnement qu'on peut avoir des entrepreneurs sociaux qui eux-mêmes concrètement tous les jours donnent accès à des biens essentiels. Et c'est ces deux points de vue que je vais essayer de partager avec vous. Peut-être pour commencer, je vais expliquer un peu ce qu'est Danone Communities, ce fonds impact, d'où il vient et ce qu'il fait. Alors, l'histoire a commencé en 2007. 2007, je peux vous dire qu'on ne parlait pas vraiment de fonds à impact à l'époque, donc c'était vraiment un fonds extrêmement pionnier qui a été créé par le CEO de Danone, Franck Riboud, qui a rencontré le prix Nobel de la paix, le professeur Yunus, et ensemble, ils se sont dit qu'il y avait moyen d'accompagner des acteurs locaux qui donnaient accès à des biens essentiels pour accroître leur impact. Et tout ça a commencé au Bangladesh avec la création d'une entreprise qui s'appelle Grameen Danone, qui avait pour vocation, et qui a toujours pour vocation, puisqu'elle existe toujours, d'impacter la santé des enfants à travers la vente d'un yaourt fortifié à très faible prix. Donc, vous voyez, une entreprise dont l'objectif est vraiment de faire de l'impact, mais en s'appuyant sur les mécanismes d'un modèle, j'allais dire, classique, puisqu'on n'est pas dans de la philanthropie. Et à partir de là, en fait, Danone s'est dit, il y a plusieurs acteurs comme ça sur le marché, qui existent, ces entreprises sociales, ils ont besoin d'être accompagnés financièrement pour grandir. Et c'est à partir de ce moment-là que Danone a décidé de créer Danone Communities, donc un fonds à impact, dont le rôle est d'accompagner des entrepreneurs sociaux sur deux thématiques vraiment d'accès aux biens essentiels, qui sont soit une alimentation saine et équilibrée, soit l'accès à l'eau potable. Alors, vous pourrez me dire, on aurait pu couvrir bien plus de besoins. Alors, pourquoi ces deux besoins? Il y a deux raisons très, très claires. La première, d'abord, il y a un vrai besoin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a encore 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable tous les jours, partout dans le monde.
et que d'après le dernier rapport des Nations Unies, on n'est pas du tout près d'atteindre les objectifs de l'ODD 6, qui correspond à cet objectif sur l'eau. Il faudrait multiplier par 5 les efforts dans les zones rurales et par 10 dans les pays en voie de développement. Donc, il y a besoin vraiment d'accompagner des acteurs et de les accompagner en les financements qui a un vrai besoin. Sur l'alimentation, c'est pareil, il y a 2 milliards de personnes qui sont en carence de vitamines et minéraux, ce qui entraîne des gros problèmes de santé. On estime à peu près 1 million d'enfants qui meurent chaque année à cause de ces carences. Et puis, ça crée aussi des retards de croissance physique et cognitive. Donc ça, c'était, j'allais dire, c'est les deux raisons, j'allais dire, de besoin, mais il y a aussi une autre raison, c'est que l'eau et l'alimentation, Danone a de l'expertise. Et le rôle de Danone Communities, c'est pas seulement d'apporter de l'argent, du financement, mais aussi des compétences. Et donc, c'est pour ça qu'on se focalise sur ces deux marchés, j'allais dire, ou besoins, parce que Danone Communities va non seulement pouvoir apporter du financement, mais aussi des compétences. Donc, si on revient un peu plus à ce qu'est Danone Communities, donc un fonds impact qui va investir en equity majoritairement, toujours en actionnaire minoritaire, et qui entre en ce qu'on appelle en série A, c'est-à-dire au moment où les entreprises sociales ont un modèle économique, ont démontré effectivement qu'il y avait un potentiel à apporter des biens essentiels aux populations vulnérables à travers un modèle économique et qui sont en phase de croissance. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'ils ont besoin de capitaux pour permettre de grossir leur impact. Donc aujourd'hui, on investit les tickets, c'est entre 500 000 euros à 1 million d'euros à peu près. On est présent dans 24 pays dans le monde, plutôt des pays en voie de développement, et on a un portefeuille de 18 entreprises. Donc concrètement, pour visualiser un petit peu ce qu'on fait, parce que tout à l'heure, je pense que ça sera important lorsqu'on va parler de financement, si je prends l'exemple de l'eau, un entrepreneur dans notre portefeuille qui apporte de l'eau potable aux consommateurs vulnérables, c'est un entrepreneur qui développe ce qu'on appelle des micro-usines de filtration. Donc, ce sont des petits water kiosques qui font 10 mètres carrés, on va dire, avec un système de filtration qui est adapté aux problèmes de pollution locale. Il va filtrer l'eau, la rendre potable et la vendre à un prix extrêmement faible aux populations locales. Pourquoi c'est important de comprendre le modèle? Parce que vous voyez qu'il y a une notion de CAPEX, c'est-à-dire que je dois bien bâtir un water kiosque, une petite usine avec un système de filtration, ça a un coût. Et de l'autre côté, je vends très peu cher et donc mes revenus que je vais générer vont en tout cas être faibles au début et il va falloir faire beaucoup de volume pour créer un revenu conséquent pour pouvoir couvrir mes CAPEX. Et on en reparlera, je pense, tout à l'heure plus en détail, mais voilà, il faut bien comprendre ce modèle-là des acteurs que nous, on accompagne sur le terrain tous les jours. Et je voulais juste finir un peu sur ce qu'on fait. Donc, on a à peu près 15 ans d'expérience sur l'accès à l'eau potable avec ces modèles. Et ce dont on s'est rendu compte ces dernières années, c'est que le marché se structurait, devenait un peu plus rentable et qu'il y avait maintenant des acteurs plus importants, qui étaient sur des modèles de croissance plus avancés et qui avaient besoin d'investissements à des niveaux que Danone Communities ne pouvait pas suivre, qui sont plus sur des 5 millions ou plus. Et c'est pour ça qu'en mars, Danone a investi et co-créé avec Incofin un nouveau fonds qui s'appelle le Water Access Acceleration Fund, qui investit dans ces entreprises de plus grosse taille avec vraiment une ambition d'impact fort, puisque l'ambition, c'est de toucher 30 millions de personnes d'ici 2030. Et c'est un fonds très innovant. Et pareil, on en reparlera de par sa structure et de par ses acteurs. Voilà, et avant de repasser la parole à Paul, 15 ans d'expérience, on a beaucoup appris, on s'est beaucoup trompé, mais dans les grands learnings, je dirais, ça prend du temps. Donc, l'idée de patient capital est très importante, c'est-à-dire que sur ces problématiques de donner accès à des biens essentiels à des prix très faibles, ça prend du temps avant d'arriver à un break-even ou même à du profit. Donc, il faut accepter d'investir pour du long terme et pas au bout de 3 ans. Ça, c'est le premier learning.
Le deuxième, c'est qu'il faut être créatif. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il faut être créatif dans la façon dont on finance ces entreprises. Et Jérôme, tu parleras des crédits carbone, et c'est un moyen extrêmement utilisé par les entreprises que nous, on accompagne. Et il faut être créatif aussi sur les modèles économiques de ces entreprises. Et c'est pareil, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Voilà, c'est ce que je voulais partager en introduction, Paul. Merci beaucoup, Valérie. On sera effectivement intéressé d'aller plus dans le détail après sur les entrepreneurs, parce que vous avez la particularité vraiment de travailler très, très en lien avec ces entrepreneurs. Vous êtes impliqué au board, vous êtes impliqué dans les décisions, donc c'est plus qu'un investissement et ce sera très intéressant de comprendre ça. Et en plus, sur la partie aussi spécificité de l'accès à l'eau, on voit bien qu'il y a des dimensions de rentabilité, de business model qui vont être intéressantes. Donc, on aura le temps d'y revenir tout à l'heure. Merci beaucoup, Valérie. On va passer la parole à Jérôme. Donc là, on va aller effectivement sur la question de la compensation carbone, du marché carbone, de la finance carbone, sur lequel vous avez une expérience aussi très importante et depuis plusieurs années. Donc, on vous laisse la parole pour nous donner quelques éclairages sur cette finance durable particulière. Bonjour à tous, merci Paul pour l'introduction et merci Patrice également. Merci Valérie. Effectivement, je pense qu'il y aura pas mal de passerelles sur les différents sujets, et notamment dans les projets concrets que je vais présenter tout à l'heure. Il y a certains projets qui sont dans les secteurs sur lesquels vous investissez, donc ce sera intéressant de voir justement comment nos deux types de financement peuvent être conjugués. Alors peut-être quelques mots très rapides sur Removal. Donc Removal, c'est une société spécialisée dans le développement et l'investissement dans des projets carbone à impact et qui a également pour rôle d'accompagner des entreprises et des organisations dans la mise en place de démarches de compensation carbone rigoureuses et ambitieuses. Notre motivation première, c'est vraiment de faire de la finance carbone un vrai levier de finance à impact. On est vraiment très orienté impact également. Et voilà, pour nous, la finance carbone, c'est un moyen, c'est un mécanisme de financement pour venir financer des projets qui permettent de réduire des émissions de gaz à effet de serre ou de séquestrer du carbone. Mais c'est aussi un vrai levier de solidarité internationale et un vrai levier de finance à impact avec des projets qui ont vraiment des co-bénéfices importants pour les communautés, que ce soit dans les pays dits développés ou dans les autres pays émergents ou en voie de développement. Et donc notre objectif, c'est donc de contribuer à atteindre les objectifs de l'accord de Paris et notamment le fameux objectif net zéro émission qui nous permettrait de rester sous la barre des 1,5 degrés de réchauffement climatique. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler des mécanismes de la finance carbone. Alors, on entend beaucoup parler de compensation carbone en ce moment. C'est vrai que c'est un marché qui existe depuis une quinzaine d'années, mais qui se développe rapidement depuis 2 ou 3 ans. Il y a eu pas mal d'articles critiques et même de polémiques dans la presse. Je pense que Paul, tout à l'heure, vous allez me poser des questions à ce sujet, donc j'anticipe un petit peu. Mais voilà, moi, l'idée aujourd'hui, là, dans la première partie de mon intervention, c'était de représenter un petit peu les fondamentaux du marché carbone volontaire international, vous expliquer rapidement comment fonctionne le marché et quelles sont les typologies de projets. Donc, j'ai prévu une présentation rapide pour poser les fondamentaux. Donc, je partage mon écran. Et donc, alors, je mets en plein écran. Et du coup, Paul, est-ce que vous pouvez m'indiquer si c'est bon et si tout le monde voit la présentation? Donc, super. Dans un premier temps, je vais faire un rappel vraiment rapide du marché carbone volontaire, expliquer ce que c'est et pourquoi c'est un outil clé pour financer la transition climatique. Donc le marché carbone volontaire, en fait, alors on dit volontaire, mais finalement c'est un marché international qui s'est structuré depuis une quinzaine d'années, qui a vu le jour suite à la mise en place du protocole de Kyoto dans le cadre du traité international des Nations Unies sur le changement climatique. Et dans le cadre de Kyoto, il y avait un mécanisme qu'on appelait le mécanisme de développement propre, qui a permis en fait de définir et de mettre en place des méthodologies permettant de mesurer pour des projets, comment on venait réduire ou séquestrer du carbone.
Donc, tout le marché s'est structuré autour de ces méthodologies du mécanisme de développement propre des Nations Unies. Et après, des standards internationaux se sont développés, et notamment parmi les plus connus, le Verified Carbon Standard et le Gold Standard. Les acteurs auxquels le marché s'adresse, ce sont des entreprises qui sont engagées dans des démarches de neutralité carbone ou des démarches d'objectifs net zéro émission et qui vont venir volontairement chercher à compenser les émissions incompressibles liées à leur activité. Alors évidemment, l'objectif principal, c'est évidemment, comme on le voit à gauche là dans la première petite vignette, c'est pour les entreprises de bien mesurer leur empreinte carbone, de réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre et ensuite, en plus, de venir financer des projets qui permettent de contribuer à réduire ou à séquestrer des émissions de gaz à effet de serre en dehors de leur chaîne de valeur. Et donc, c'est ce que font ces différentes entreprises. Pour donner quelques chiffres sur le marché carbone volontaire international, ça représente à peu près 160 millions de tonnes équivalent CO2 qui ont été compensées par les entreprises en 2021. Donc voilà, c'est pour donner quelques ordres de grandeur. Et en termes de taille de marché, c'est un marché qui représentait à peu près 1 milliard de dollars en 2021 avec ses 160 millions de tonnes équivalent CO2, sachant qu'un crédit carbone est égal à une tonne équivalent CO2. Et on estime que c'est un marché qui est appelé à vraiment se développer avec différentes hypothèses pour le marché en 2030 qui devrait être compris entre 15 et 50 milliards de dollars et qui devrait atteindre, selon différentes études réalisées par EY, par le Boston Consulting Group ou par McKinsey, voilà, différentes sources qui convergent à dire que ce marché devrait atteindre à peu près 100 milliards de dollars annuels en 2050. L'enjeu sur ce marché, c'est qu'il y a une demande qui augmente rapidement et que finalement, il n'y a pas assez de projets. Et en fait, si on veut pouvoir être en mesure de répondre à la demande du marché et si on veut être en mesure de répondre à l'objectif net zéro, on va avoir besoin de développer et de financer beaucoup de projets. Donc, il y a un besoin de financement qui est massif sur ce marché. Pour vous donner des idées un petit peu plus concrètes, en fait, derrière ce fameux marché carbone volontaire, il y a différentes typologies de projets. Il y a deux grandes familles de projets. Il y a les projets qu'on range dans la catégorie des projets d'émissions réduites ou évitées, et il y a les projets de capture du carbone qui permettent de séquestrer du carbone et donc de retirer du carbone dans l'atmosphère. Dans ces différentes catégories de projets, dans les projets d'émissions réduites ou évitées, on va retrouver des projets de préservation d'écosystèmes, des projets d'énergie renouvelable, par exemple des projets solaires, éoliens, hydroélectriques ou d'utilisation de la biomasse, par exemple. Et puis, il y a aussi des projets communautaires dans les pays en voie de développement, notamment des projets de développement et de distribution de solutions de cuisson propre, comme par exemple des foyers de cuisson améliorés qui utilisent de la biomasse au sein des communautés, des LPG stoves, donc les fameux foyers de cuisson GPL, et maintenant on a aussi des solutions de cuisson électrique, par exemple. On a également des projets d'accès à l'eau potable qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'en fait, en mettant en place des centres, on parlait des water kiosks tout à l'heure avec Valérie, et nous, on a des projets, par exemple, de centres de traitement de l'eau. En fait, ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre parce que ça permet aux communautés d'accéder à l'eau potable sans avoir à faire bouillir l'eau et donc d'utiliser du bois et donc d'émettre des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Pour la famille des projets de séquestration carbone, donc de capture du carbone, aujourd'hui, on travaille surtout sur des projets qu'on appelle des projets Nature-Based Solutions, donc des solutions, des puits de carbone naturels. En fait, on travaille surtout à développer les capacités de stockage du carbone dans les puits de carbone naturels. Et les puits de carbone naturels principaux, c'est les océans et les forêts. Donc, on travaille principalement sur des projets de afforestation ou reforestation et également des projets notamment de restauration de mangroves dans la catégorie qu'on appelle de blue carbone qui est plus large, qui comprend d'autres typologies de projets, mais aujourd'hui, c'est vraiment les projets de restauration de mangroves qui sont les plus connus. Les projets pour bénéficier de la certification carbone doivent respecter un certain nombre de critères pour être certifiés. Et parmi ces critères, on retrouve les 6 critères qui apparaissent sur cette diapositive, notamment l'additionnalité, le fait de démontrer que le projet a besoin des revenus ici de la finance carbone pour voir le jour.
La mesurabilité, c'est très important en fait pour pouvoir être certifié. Les projets doivent s'appuyer sur des méthodologies très précises de calcul des réductions d'émissions et de séquestration carbone. La plupart de ces méthodologies ont été développées, encore une fois, dans le cadre du mécanisme de développement propre, le MDP des Nations Unies, qui propose un book d'à peu près 80 méthodologies qui sont disponibles et qui couvrent les différentes typologies de projets que j'évoquais tout à l'heure, hein, que ce soit énergie renouvelable, efficacité énergétique, afforestation, reforestation, etc. Et donc voilà, il faut vraiment s'appuyer sur ces méthodologies de calcul précises pour calculer le potentiel carbone des projets. Les émissions de gaz à effet de serre doivent être évitées ou séquestrées de manière durable dans le temps. C'est le critère de la permanence qui est aussi très important. Et il y a un critère qui est peut-être le plus fondamental, c'est que ces projets doivent être audités par des tiers indépendants de manière régulière. Donc, vous avez des auditeurs accrédités auprès des standards qui vont venir auditer les projets chaque année et vérifier que tel projet a bien permis de réduire ou de séquestrer tel ou tel volume de carbone sur une année donnée. Et puis ensuite, deux critères enfin qui sont aussi très importants, l'unicité. Donc toutes les opérations de génération de crédit et d'échange de crédit carbone passent par des registres publics. Tous les crédits carbone ont des numéros de série pour permettre d'éviter le non-double compte. Et donc ça, c'est hyper important d'avoir tout ce système de traçabilité via des registres qui sont en ligne et qui sont disponibles publiquement pour aussi assurer de la transparence. Last but not least, comme on dit, l'éco-bénéfice, au-delà des aspects carbone, les projets carbone doivent permettre d'apporter des co-bénéfices pour les communautés. Évidemment, ces co-bénéfices peuvent être très divers en fonction des projets qu'on va venir développer et soutenir. Ça peut être des co-bénéfices en termes de santé, en termes d'éducation, en termes d'accès à l'énergie, d'accès à l'emploi ou en termes de biodiversité. Voilà, les standards qui sont reconnus dans le cadre du code de bonne pratique de l'ICROA sont les standards que vous voyez apparaître à droite de la slide. Donc, il y a quand même cette association internationale qui s'appelle l'ICROA qui définit un code de bonne pratique sur le marché carbone international et qui vient reconnaître un certain nombre de standards. Et donc, nous, on a fait le choix chez Removal et on recommande aussi à toutes les organisations qui souhaitent s'engager sur la compensation carbone de soutenir des projets qui bénéficient de ces certifications, sachant que pour toutes ces certifications, on retrouve à chaque fois ces mêmes critères d'additionnalité, mesurabilité, permanence et vérification par des auditeurs indépendants. Voilà pour les explications des grands principes. On m'a demandé d'être assez concret, donc je voulais présenter un projet rapidement. Et comme l'un des sujets qui est cher au think tank, c'est le sujet de l'accès à l'eau, j'ai choisi de présenter très rapidement un projet d'accès à l'eau potable en Inde que nous sommes en train de développer avec une fondation en Inde. C'est un projet de mise en place de 60 centres que Valérie appelait des water kiosks. Donc, c'est vraiment la même logique, mais c'est des centres de traitement de l'eau potable qui va permettre de donner accès à l'eau aux populations. Donc, c'est un projet de 60 centres sur 6 États qui devraient, lorsqu'il sera mis en œuvre, bénéficier à peu près à 6 000 ménages qui vont pouvoir accéder à l'eau. Et donc là, on est vraiment sur la même logique que vous évoquiez tout à l'heure, Valérie. Ça permet, grâce à la finance carbone, de donner accès à l'eau à ces communautés à un prix très en dessous des prix de marché. Donc ça permet quelque part de venir subventionner cet accès à l'eau potable et donc de rendre l'eau accessible à des communautés qui n'avaient pas forcément accès avant, tout en réduisant des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'encore une fois, dans la plupart des villages reculés en Inde, donc quand il n'y a pas un accès au réseau d'eau potable, on utilise encore souvent pour rendre l'eau potable du charbon ou du bois pour faire bouillir l'eau pour la rendre potable. Donc voilà, c'est un projet qui permet à la fois de réduire des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de donner accès à l'eau et d'améliorer considérablement les conditions de santé. Donc dans le cadre de ce projet, pour donner quelques chiffres sur ce projet, c'est à peu près 85 000 tonnes équivalent CO2 qui vont être réduites sur une période de 10 ans. Donc c'est des projets qui sont enregistrés pour des périodes assez longues.
et qui impose de faire des audits réguliers tout au long de ces 10 années. Donc là, on est sur une crediting période de 10 ans, période d'accréditation du projet au cours des standards. Et voilà, encore une fois, c'est plus de 6000 familles qui vont pouvoir bénéficier de ce système d'accès à l'eau grâce à la finance carbone. Voilà pour la première partie. Peut-être qu'on parlera des autres mécanismes de finance. Je pense que vous aurez des questions, Paul, sur la finance, les sujets de finance biodiversité et finance plastique. Après, je pourrais y répondre après. Merci beaucoup, Jérôme. Effectivement, ça pose bien les bases pour comprendre tous ces mécanismes de finance carbone et on y reviendra tout à l'heure. Alors, donc, on va peut-être passer un peu sur une partie où on va essayer de rentrer un peu sur les sujets un peu plus spécifiques. Ce qui m'intéressait de comprendre avec vous en démarrage de ce webinaire, c'est à la vue un peu de votre expérience. Donc, on parle entre 10 et 15 ans pour vos finances, enfin, pour vos expériences respectives, que ce soit Danone Communities ou la finance carbone de manière générale. Quel est un petit peu le bilan que vous posez sur cette finance durable et notamment sur la question de la définition de la finance durable, qui n'est pas forcément aisée à cerner. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments à la fois de bilan, de croissance, de perspective, mais aussi de définition de qu'est-ce que c'est finalement la finance durable, peut-être en élargissant un petit peu à d'autres domaines qui ne touchent pas directement ce que vous avez évoqué tout de suite? Alors, je regardais des chiffres en préparation justement de ce webinaire sur la taille du marché de la finance à impact, comme on dit. Les derniers chiffres de 2022 font état d'un marché d'une valeur de 1,1 trillion de dollars. Ce qui paraît beaucoup, mais en fait, qui n'est pas si important que ça par rapport à tout ce qui existe dans le venture capital. Mais surtout, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un marché qui est en pleine expansion, mais à l'intérieur duquel il y a des choses extrêmement différentes. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs se nomment, investissement à impact, etc. Ça peut être en tout cas discutable, et c'est pour ça que France Invest a vraiment réfléchi à quelle était la définition. Et je trouve que c'est intéressant ce à quoi ils ont abouti, de ce qu'est un financement, un investissement à impact ou durable. Et donc, ils ont dit deux choses. La première, c'est l'objectif d'un financement à impact, c'est bien de générer de l'impact et en parallèle d'avoir un retour financier. Donc ça, c'est très important de bien avoir ces deux éléments. Mais la deuxième partie de la réflexion est de dire ça ne suffit pas. Il y a 3 critères essentiels auxquels doivent répondre tous les investissements à impact, qui sont l'intentionnalité, l'additionnalité et la mesure d'impact. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'intentionnalité? C'est-à-dire, il qualifie de finance durable, finance à impact, vraiment les investissements dans des entreprises qui elles-mêmes existent parce qu'elles sont là pour résoudre un problème qui a été listé dans les ODD. D'accord? Donc, on fait de la finance à impact quand on va soutenir ces projets-là. L'accès à l'eau potable fait partie des ODD, puisque c'est l'ODD 6. L'accès à une alimentation équilibrée, c'est l'ODD 2. Donc voilà, donc ça c'est le premier point, c'est l'intentionnalité. L'additionnalité, c'est effectivement ce que je vais investir dans cette entreprise va être avant tout pour permettre d'accroître l'impact de cette entreprise. C'est ça, si je n'investissais pas, eh bien cet impact ne serait pas en croissance. Donc ça c'est l'additionnalité. Et le troisième point, qui est assez logique, c'est la mesure d'impact. OK, vous investissez de façon durable pour des projets à impact, eh bien, il faut les mesurer, donc bien définir ce qu'on va appeler l'impact, le mesurer de manière régulière, l'auditer, et aussi que ça soit un critère de décision pour le fonds. Et là, on voit bien que, du coup, quand on parle de ce marché assez important d'investisseurs à impact, il y en a plein qui n'y sont pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont parler d'entreprises sur lesquelles on va regarder les critères ESG. Non, ce n'est pas ça. Voilà.
Super. Jérôme, vous voulez compléter un petit peu cette vision? Oui, alors je peux compléter. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas une définition universellement reconnue sur la finance durable ou la finance à impact. Je pense surtout que ça regroupe une catégorie assez diversifiée de différentes solutions. Euh, la finance carbone, c'est un des leviers de finance à impact. Je pense qu'on retrouve généralement les trois critères que Valérie évoquait. En tout cas, l'additionnalité, comme je l'expliquais juste avant dans ma présentation, c'est un des critères clés d'éligibilité dans le cadre des projets pour bénéficier de la finance carbone. On retrouve aussi cette dimension d'intentionnalité et de mesure. La mesure des co-bénéfices et des impacts sur les projets de finance carbone avance beaucoup. Il y a des certifications additionnelles en plus des standards carbone qui permettent de certifier les co-bénéfices et les impacts socio-environnementaux autour des projets. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui sont réalisés actuellement sur cette dimension de mesure de l'impact. Donc, je pense que la finance carbone est en train de progressivement devenir un vrai outil, une des solutions parmi l'éventail assez large de solutions de finance durable et de finance à impact. Pour redonner aussi quelques chiffres, parce que vous nous aviez demandé, mais je vais peut-être un peu me répéter, mais la finance carbone, c'était 1 milliard de dollars en 2021. Le marché a doublé en 2022. Donc on était à 2 milliards. Et puis selon les scénarios, on est sur du 15 à 50 milliards en 2030 et à 100 milliards de dollars en 2050. Donc voilà, ça donne quelques ordres de grandeur. Ce sera qu'une petite partie des 1 trilliard que Valérie évoquait, mais si on arrive déjà à orienter 100 milliards de dollars annuels par an sur des projets climat grâce au mécanisme de finance carbone, ce sera déjà pas mal, sachant qu'aujourd'hui, actuellement, on est très loin. Et si on regarde les objectifs globaux de financement, par exemple dans le cadre du Fonds vert des Nations Unies pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, on est très, très, très loin des engagements initiaux et des annonces qui ont été faites dans le cadre des accords internationaux. Donc, nous, on a une conviction, c'est que les financements privés qui peuvent être apportés par la finance carbone peuvent permettre quand même d'apporter des financements importants pour essayer d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Merci. Alors, c'est un sujet d'actualité parce que j'imagine que vous avez suivi ce qui s'est un peu passé sur les directives de l'Union européenne notamment. Alors, on parle un peu de mécanismes de reporting extra-financier. C'est quand même ça semble que c'est un point quand même important. Je voulais aussi avoir un peu votre avis là-dessus. Donc, en quelques mots, cette semaine, il y a eu une coup la validation de la nouvelle directive sur cette partie de reporting extra-financier qui va en tout cas engager les entreprises sur la double matérialité. Et il y a eu un certain nombre de réactions assez vives, notamment quelqu'un qui est assez connu chez Danone, qui s'appelle Emmanuel Faber, et qui gère en tout cas cette partie un petit peu, on va dire, un peu américaine des normes extra-financières, et qui a réagi à ça en disant que la double matérialité n'était pas forcément la bonne manière de faire. Et il essaie de recentrer un petit peu le débat en critiquant un certain nombre de points. Alors, je voulais un peu avoir votre avis sur cette question de la double matérialité, de ces reporting extra-financiers, qui sont quand même, qui semblent en tout cas des éléments importants dans cette question de finance à impact ou de finance durable. Quels sont vos avis, vos opinions sur le sujet? Si je peux commencer, Jérôme, je te passerai la parole. Donc, on parle du CSRD, qui est un sujet. On est tout à fait favorable à la mise en place de ces normes extra-financières. Il est extrêmement important aujourd'hui de pouvoir à la fois évaluer l'impact financier et environnementaux et sociétaux et sociaux des actions des entreprises. Donc moi, je trouve que c'est une avancée majeure, même si c'est compliqué. Hein, je peux vous dire, on est en plein justement, on essaye de prendre l'outil, de voir comment ça fonctionne, mais c'est pour moi une avancée majeure. On en parle, enfin c'est un terme qu'on utilise moins, mais moi il y a quelque chose dans lequel je crois beaucoup, qui est le true cost of things, c'est-à-dire de se dire que bah non, de l'eau ça vaut pas $1 le litre. Hein. En fait, si on met, alors je parle de l'eau, je devrais plutôt parler de l'avion. Un billet d'avion, ça vaut pas 200 € pour aller à Marseille, ça vaut beaucoup plus parce qu'on détruit
une partie de la biodiversité, le climat, etc. Donc, cette notion de vraiment prendre en compte son impact de façon globale dans le reporting des entreprises me semble un changement tout à fait structurant et important et allant dans la bonne direction. Merci Valérie. Alors pour ma part, c'est une question qu'on n'a pas du tout travaillé en préparant le webinaire, mais en fait je suis quand même assez d'accord avec vous Valérie. Je pense que la CSRD, ça pose de très gros enjeux pour les entreprises en termes de collecte des données, de mise en place de framework, de reporting. Enfin, ça va être vraiment un très gros challenge pour les entreprises parce que c'est un degré quand même qui va bien au-delà de tout ce qui s'est fait jusqu'à présent en termes de reporting extra-financier. Donc ça va être très compliqué. On échange avec beaucoup d'entreprises et beaucoup d'entreprises se posent des questions et ont un peu peur de la charge de travail et de comment elles vont réaliser les premiers exercices. Après, je pense que ça reste aussi une avancée majeure en termes de reporting extra-financier. Si je me concentre sur les enjeux climat, qui sont ceux qui nous animent au quotidien chez Ringwall. Moi, je vois que en fait, les obligations de reporting extra-financier ont quand même fait beaucoup avancer les choses. Je pense notamment à l'article 173 de la loi de transition énergétique qui avait imposé à un certain nombre d'investisseurs de publier l'empreinte carbone des investissements, de démontrer que leurs investissements allaient être alignés avec la trajectoire 1,5 degré. Je pense que ça a eu un vrai rôle de prise de conscience de l'enjeu climat auprès des investisseurs. Et puis, ça les a obligés ouais, à prendre conscience, à s'emparer du sujet et à mettre en place des actions. Donc, je pense que c'est hyper important. Donc là, la CSRD, c'est au niveau européen. Donc, c'est une avancée qui va être au niveau de toute l'Union européenne. Donc, c'est bien. Je pense que la France a été assez en avance sur le reporting extra-financier par rapport à d'autres pays. Là, la CSRD, c'est un niveau d'ambition en plus, c'est au niveau européen. Donc, je pense que l'Europe, finalement, va se positionner quand même sur leader sur le sujet, même si on voit des réglementations aussi qui sont en train d'être mises en place, y compris aux États-Unis, par exemple, où ils sont quand même un peu moins un peu moins en général avancés sur ces sujets-là. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des cadres de reporting extra-financiers qui sont non réglementaires, mais qui deviennent vraiment des cadres de référence. Dans notre secteur, c'est le CDP, le Carbon Disclosure Project, qui est devenu incontournable. En gros, c'est pour faire simple, hein, et je caricature un petit peu, mais c'est une agence de notation extra-financière qui vient attribuer des notes aux entreprises sur leur stratégie climat. Initialement, c'était sur le climat, maintenant ça couvre aussi l'eau et ça couvre aussi la partie forêt. Et puis ils intègrent aussi maintenant quelques questions sur le plastique. Et en fait, en fonction de la stratégie environnementale des entreprises, ils vont attribuer une note A, B, C, D, E. Et en fait, le nombre d'entreprises qui répondent à ce questionnaire extra-financier explose. Il y a quelques années, il y a 5 ans, on devait avoir 2 ou 3 000 entreprises qui répondaient au CDP, et je crois aujourd'hui que c'est plus de 10 000 entreprises qui répondent chaque année. Donc, et il y a une vraie ambition des entreprises d'être bien notées. Et pour être bien noté, faut mettre en place des vraies actions et des vraies politiques interne, et c'est pas que du déclaratif, quoi. On va regarder les résultats. Donc, ce cadre pousse vraiment à mettre en place des stratégies et à mettre en œuvre des actions concrètes. Et surtout, ce qui était intéressant, c'était de voir la performance des entreprises. Et d'ailleurs, le CDP, c'est aussi ce qu'ils essayent de mettre en avant. Mais en gros, ce qu'on voit, c'est que les entreprises qui ont une bonne performance au CDP, qui sont dans ce qu'on appelle la A-list, généralement ont aussi des performances financières et boursières qui sont meilleures que les autres. Alors, est-ce que c'est une corrélation directe? J'irai peut-être pas jusque-là encore, mais voilà. En tout cas, je pense que les entreprises qui ont des stratégies climat et des stratégies environnementales, des stratégies RSE ambitieuses sont en train de préparer l'avenir et de préparer la résilience de leur business à terme. Et le reporting extra-financier est un outil qui, au-delà de la disclosure, amène à bouger, à mettre en place des stratégies et des actions opérationnelles, et ça va dans le bon sens. Bien. Donc, à vous écouter, en tout cas, la partie réglementaire est quand même quelque chose de très structurant et de positif. Et il semblerait en tout cas que l'Union européenne, en tout cas, ait un leadership sur le sujet. Donc, il faut s'en réjouir en tant qu'Européen.
Alors peut-être juste pour finir sur la question de la finance durable, sur la partie un peu générale. En vous écoutant, Valérie, tout à l'heure, on parlait de patience, de capital, de patient capital, on parlait de créativité, on parlait de ce genre de mots qui ne sont pas forcément toujours évidents dans la finance. Est-ce que une des définitions possibles de la finance durable, c'est aussi justement de sortir de cette neutralité, un peu d'allocation du capital et retour sur investissement, pour faire simple, et de typiquement rentrer dans des questions d'engagement, d'éthique, d'accepter un certain nombre de choses et vraiment avoir un peu une finance de combat. Est-ce que ça fait partie du coup de cette définition-là? Oui, ça peut. Après, on peut peut-être pas demander à tous les acteurs de le faire. Et je pense que c'est la chance, en tout cas que nous, on a chez Danone Communities, où on est vraiment un fonds qui veut démontrer qu'à ce moment-là où les entreprises ont besoin de capitaux pour croître, et notre retour sur investissement, notre objectif, il est de 3%. Donc, vous voyez, c'est pas énorme, mais notre enjeu, il est un peu ce que vous dites, Paul, c'est-à-dire d'être à un moment important pour les entreprises pour pouvoir déployer et avoir de l'impact. C'est un peu un moment bridge en fait, hein, où ils sont sortis de l'incubation et il y a une espèce de trou, on va dire, dans le financement à impact. Et il y a beaucoup de fonds d'investissement qui vont plutôt investir à une étape après où les entreprises sont un peu plus consolidées, c'est un peu plus safe, on va dire, d'aller investir à ce moment-là. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas demander à tous les investisseurs à impact de prendre ce risque-là, mais en tout cas, il y a des outils et il y a des moyens de le faire. Et nous, c'est ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'il y a cette notion du temps, en fait, qui est très importante. En tout cas, quand on parle d'accès à des biens essentiels, hein, parce que en fait, on peut faire de l'impact, il y a plein de façons de faire de l'impact. Mais là, quand on revient sur le sujet d'accès aux biens essentiels, aux populations qui n'en ont pas aujourd'hui, ben, tout de suite, on a une notion de prix. Et je le disais tout à l'heure, donc tout de suite, c'est pas cher. Hein. Et donc, ben, pour créer du revenu, ben, faut faire beaucoup de volume. Donc, il y a vraiment cette notion, ben, ça prend du temps et où il faut être créatif. Et donc la créativité, c'est vrai qu'en finance, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont créatifs de ce côté-là. Et il y a, pour moi, le crédit carbone est un exemple extrêmement important et créatif pour ces entreprises. Moi, je le vois dans notre portefeuille d'entreprises, on en a pas mal qui utilisent le crédit carbone justement à ce moment de bridge, c'est-à-dire que ils ont un modèle économique qui va devenir profitable, mais il y a un moment où il ne l'est pas encore. Et lever de l'equity pour des petites entreprises, ça prend du temps, ça nécessite énormément de temps de leur part. Et comme c'est des petites entreprises, elles sont du coup défocalisées sur l'opérationnalité de gérer leur business au jour le jour. Et du coup, d'avoir cette opportunité quelque part, d'avoir ce bridge, ces montants financiers sont assez importants pour ces entreprises. Moi, je parle de ce que je connais, qui sont des petites entreprises avec des chiffres d'affaires qui ne sont pas énormes. Mais ces crédits carbone leur permet de se faire de bridge, qui leur permet de laisser le temps pour arriver à avoir un niveau de chiffre d'affaires suffisant pour couvrir les OPEX, puis les CAPEX. Donc ça, c'est un élément que je trouve de créativité extrêmement important. Il y a d'autres moyens de faire aussi qui sont, moi je pousse beaucoup les entreprises dans lesquelles on investit à regarder ce qu'on appelle des modèles hybrides. Un modèle hybride, c'est quoi? C'est un modèle qui, effectivement, il y a plusieurs formes de modèles hybrides. Il y en a un qui est de se dire, bah, effectivement, le cœur de mon métier, c'est de vendre de l'eau pas chère aux populations vulnérables, mais de façon à subventionner quelque part cette eau pas chère aux populations vulnérables, ben, je crée une gamme. Ben, elle va être premium, elle va être vendue beaucoup plus cher aux populations qui effectivement ont plus de moyens. Je vais me faire de la marge et cette marge, elle me permet de financer le bas en fait. Ça, c'est des modèles qu'on pousse parce que ça va beaucoup plus vite et on arrive plus vite à des modèles qui sont rentables. Et puis, il y a un autre moyen d'être hybride dans son financement, c'est de se dire, bah, les CAPEX, c'est vachement dur de les financer, bah, peut-être que je peux faire appel à des grants. Donc, en fait, mes CAPEX, je vais les faire subventionner par des grants. Et en revanche, moi, mon modèle économique, il va me permettre de couvrir mes OPEX. Donc, mon chiffre d'affaires va couvrir mes OPEX.
bah, ces modèles hybrides, hein, c'est très malin aussi, parce que c'est pareil, on arrive du coup à des modèles qui vont être rentables avec cette agilité, j'allais dire, de façon de faire du business. Et le troisième moyen, c'est tout ce qui est des partenariats publics-privés. Donc, je vais m'associer avec un acteur public qui va m'aider à financer une partie de mon déploiement. Donc voilà, moi, je pense qu'il y a des moyens de faire et qu'il faut un peu sortir des schémas traditionnels. Très clair, merci Valérie. Alors, je vois que le temps tourne un petit peu. Je voulais qu'on aille sur une. Je pense qu'on a posé en tout cas un certain nombre de bases sur ce que c'est la finance durable, un certain nombre de concepts en tout cas. Alors, comme tout objet qui est nouveau par définition, 10-15 ans, c'est quand même relativement récent. Il y a aussi un certain nombre de critiques, un certain nombre de failles qui ont été vues. Donc, c'est important. Enfin, on voulait en tout cas avoir un vrai éclairage là-dessus parce que c'est important qu'on comprenne ce qui est de l'ordre d'une sorte de transition, de mécanisme un peu de. Voilà, on voit qu'il y a des choses à améliorer, mais qui vont se faire, et puis des problèmes fondamentaux, quoi. Donc, la question que j'avais aujourd'hui, c'était de dire en quoi les mécanismes aujourd'hui de finances durables qu'on a évoqués participent en fait à apporter une vraie transformation au niveau des secteurs qu'elles financent. Donc, c'est cette question générale que je voudrais poser dans un contexte où effectivement, alors on peut commencer par la finance carbone, où il y a un certain nombre de critiques qui sont posées. Alors, il y a effectivement ce que vous mentionnez, Jérôme, en début de webinaire, c'est-à-dire bon, les différentes enquêtes qui ont été posées où effectivement le Guardian mettait en avant qu'une partie, en tout cas, des crédits carbone, notamment, je crois, sur la partie régénération de forêt, il me semble, hein, vous nous expliquerez plus en détail, était largement inefficient. Et j'ai bien noté aussi le critère tout à l'heure de permanence, et je pense que c'est un des sujets qui a un problème, en tout cas, dans ce qui a été pointé, en tout cas, dans ces investigations. Et puis, il y a aussi un certain nombre de critiques structurantes, et ce sera intéressant de vous écouter aussi là-dessus, à la fois sur peut-être, on parle parfois de conflit d'intérêts structurels, que le fait que les organismes certificateurs sont rémunérés sur la quantité de crédits qu'elles arrivent à certifier, donc des choses comme ça, ou que parfois le phénomène de compensation ne pousse pas forcément les entreprises à se transformer en profondeur. Donc, voilà, un certain nombre de critiques sur lesquelles on sera assez intéressé d'avoir vos éclairages. À la fois de comprendre quels sont les vrais problèmes de fond et à la fois voir qu'est-ce qui est de l'ordre de la transition et d'amélioration. Bah, je vais essayer de répondre à cette question qui en englobe plusieurs. Peut-être un point pour rebondir sur ce qui a été dit avant par Valérie sur la patience. La patience, c'est un prérequis sur la finance carbone, parce qu'on est toujours sur des projets qui ont des durées d'enregistrement et de certification qui sont longues pour les projets communautaires de clean cooking ou de clean water, donc les projets d'accès à l'eau et d'accès aux solutions de cuisson propre. En général, on est sur des projets de 5 à 15 ans, et sur les projets Nature-Based Solutions, les projets forestiers et de restauration d'écosystèmes, la durée de certification en général est minimum de 30 ans, avec des projets qui peuvent aller jusqu'à 60 ans, et dans certains cas, même aller au-delà des 60 ans, jusqu'à 100 ans, justement pour permettre de garantir la permanence dans les projets. Donc en fait, quand on investit dans un projet, on s'engage vraiment sur le long terme, et il faut avoir cette vision d'investissement à long terme et cette patience. Après, je pense que c'est important de pouvoir, sur ces projets-là, apporter des TRI quand même aux investisseurs. Moi, je suis pas contre le fait de générer des rendements pour des investisseurs. Si on veut attirer des capitaux massivement pour venir financer des projets qui vont avoir des impacts positifs pour le climat et pour les communautés, bah, faut être en capacité de générer des rendements intéressants. Donc après, il faut trouver la bonne mécanique pour le faire. Et pour ça, il faut que le prix des crédits carbone soit suffisamment élevé pour pouvoir générer du retour sur investissement. Mais voilà, en tout cas, je ne suis pas contre le principe de dire qu'on va générer du TRI sur ce type de projet. Et au contraire, je pense que ces projets doivent apporter des TRI si on veut passer à l'échelle. Après, sur les critiques autour de la compensation carbone, bon, on pourrait en parler pendant des heures et faire un très long débat là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que les critiques qu'on a vues dans la presse récemment, dans les articles du Guardian, et qui ont été repris dans la presse française, puisque enfin, voilà, tous les médias français ont repris en fait l'article du Guardian
et l'étude qui avait été réalisée par un certain nombre d'universitaires. Il y a dans ces critiques un certain nombre de critiques qui sont clairement justifiées sur les baselines de certains projets. Alors, je précise que cette étude, elle vise les projets RED, donc les projets qui permettent de réduire les émissions liées à la dégradation et à la déforestation. Donc, c'est des projets de préservation forestière. Et donc, ces critiques ciblent vraiment cette catégorie de projets. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a plus de 80 méthodologies de certification des projets. Et là, on parle d'une famille de projets, les projets RED. Donc, sur ces projets, c'est vrai qu'il y a un enjeu de baseline qui est fort. Et en fait, les critiques sur ces projets viennent dire que on a eu tendance à surestimer les taux de déforestation et que ça vient générer trop de crédits carbone. Euh, En fait, c'est hyper compliqué de calculer des baselines parce que on s'appuie sur des données historiques de déforestation à 10 ans, 20 ans, et derrière, on se rend compte que parfois, dans la zone des projets, il y a un taux de déforestation qui est moins élevé que celui qui a été pris dans le scénario de référence du projet. C'est ça la critique principale. Euh, et en fait, ces projets visent à réduire le taux de déforestation. Donc, quelque part, si le taux de déforestation constaté est plus bas que le taux de déforestation initial dans le scénario de référence, c'est en général plutôt que le projet a marché. Mais bon, voilà, il y a toujours des débats sur ces baselines. Scientifiquement, c'est hyper dur à démontrer. Et c'est vrai que là, il y a un travail à faire pour que les méthodologies soient plus précises et pour affiner les scénarios de référence dans ces projets-là. D'ailleurs, Vera, qui est le standard qui propose ces méthodologies RED, a mis en place une révision méthodologique complète de ces méthodos avant les articles du Guardian d'ailleurs. Et donc l'année prochaine, il y aura une nouvelle méthodologie RED consolidée qui va permettre de répondre à ces attentes. Donc voilà, des critiques, il y en a qui sont justifiées. Je pense qu'il y a eu aussi pas mal de caricatures et qu'il ne faut pas généraliser. En fait, encore une fois, les RED, c'est une grande famille de projets sur 80 méthodologies. Les projets RED, c'est moins de 1% du nombre de projets enregistrés. Il y a plus de 8000 projets enregistrés aujourd'hui au niveau international auprès des différents standards de certification, donc VCS, Gold Standard, American Carbon Registry, Climate Action Reserve. Voilà les 8 à 10 grands standards internationaux que j'évoquais tout à l'heure en introduction. Donc, voilà, il y a eu des critiques, certaines sont justifiées, d'autres sont un petit peu caricaturales. Le marché est en train de progresser. Il y a aussi un certain nombre d'initiatives qui sont en cours pour renforcer la qualité du marché. Il y a notamment une initiative qui s'appelle le VCMI, le Voluntary Carbon Market Initiative, Integrity Initiative, qui vise justement à définir ce qu'on appelle les Core Carbon Principles, qui sont un petit peu les principes clés que doivent respecter les projets carbone pour générer des crédits carbone de qualité. Donc voilà, c'est en train de se structurer au niveau international. Le marché va continuer à se renforcer. Et voilà, on est sur un marché qui a 15 ans. Donc c'est un marché qui commence à avoir du recul, mais qui reste quand même globalement assez nouveau. Et il y a énormément d'initiatives pour continuer à clarifier le sujet. Après, sur peut-être un point sur l'autre critique que vous évoquiez, Paul, sur en fait le fait que la compensation carbone en fait détourne un peu les entreprises de leur priorité qui est la réduction des émissions. Alors ça, c'est un peu l'idée reçue de base de dire bon bah voilà, les entreprises achètent des crédits carbone et puis elles font plus rien sur la réduction des émissions qui en fait est la priorité. Il faut pas compenser, en fait, il faut réduire les émissions et la priorité, c'est la réduction des émissions. Alors déjà, premier point, c'est évidemment la priorité, c'est de réduire les émissions. Et donc les entreprises, ce que je disais en introduction, doivent bien mesurer leur empreinte carbone et doivent bien réduire leurs émissions de gaz à effet de serre avec une trajectoire alignée sur l'accord de Paris, ça c'est clair. Et en complément, en parallèle de ça, elles doivent compenser les émissions. Après, est-ce que dire que les entreprises qui font de la compensation ne font pas le reste, c'est vrai? Enfin, clairement, c'est faux. Il y a encore une étude qui a été publiée la semaine dernière par Ecosystem Marketplace qui vient démontrer que les entreprises qui achètent des crédits carbone, en général, vont 2 fois plus vite sur la réduction des émissions, sont plus nombreuses à avoir des trajectoires de réduction d'émissions en ligne avec l'accord de Paris, donc alignées sur la trajectoire 1.5, que ces entreprises
par rapport aux entreprises qui n'achètent pas de crédit carbone réduisent réellement plus leurs émissions que celles qui n'en font pas, qu'elles sont plus nombreuses à avoir mis en place un prix du carbone en interne, etc., etc., etc. Et donc, en fait, il y a plein d'études qui le démontrent. Et en fait, c'est juste voilà, de la mauvaise foi de dire que les entreprises qui achètent des crédits carbone n'avancent pas sur la réduction. Il y a cette étude d'écosystème marketplace, il y a une étude de Trove Research qui est justement une agence spécialisée sur les recherches sur le monde de l'ESG et de l'extra-financier qui le certifient. Les données du CDP, le Carbon Disclosure Project que j'évoquais tout à l'heure, montrent aussi que les entreprises qui achètent des crédits carbone vont plus loin sur la réduction réelle de leurs émissions. Donc voilà, c'est un peu l'idée reçue, mais en fait, la réalité, c'est que les entreprises qui achètent des crédits carbone, c'est celles qui sont les plus matures en termes de stratégie climat, c'est celles qui ont bien mesuré leur empreinte carbone, celles qui mesurent leur scope 3, celles qui ont des trajectoires alignées sur la science et celles qui réduisent déjà massivement leurs émissions. Il n'y a pas d'entreprises qui font juste du greenwashing, qui achètent des crédits carbone et qui disent on ne fait plus rien derrière sur le climat. Ok, donc une réponse assez claire. En tout cas, il reste quand même un certain nombre d'entreprises qui ont mis des stratégies net zéro à très, très peu d'années, qui n'avaient pas fait grand-chose. Je pense que c'est important de remettre un petit peu le sujet justement que c'est plutôt quelque chose qui va inciter à faire mieux. Donc ça, c'est important, c'est une idée importante. Il ne faut peut-être pas non plus dire que toutes les entreprises ont joué le jeu. Il y a quand même un paquet d'entreprises qui font du greenwashing. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est quand même assez nocif et ça crée parfois aussi le trouble dans tous les aspects positifs que vous avez décrits. Non, clairement, mais c'est vrai qu'il y a eu, il y a eu il y a eu des abus. Je pense qu'au démarrage du marché, il y a eu des entreprises qui ont pris la solution un petit peu facile, mais sincèrement, nous, les clients qu'on voit, les grandes entreprises qui investissent massivement dans les crédits carbone, c'est les entreprises qui sont les plus matures en termes de stratégie climat. C'est des entreprises qui sont soumises à toutes les obligations de reporting extra-financier, qui ont des rapports DD, qui ont énormément de déclarations à faire, qui répondent au CDP, qui sont scrutées de partout. Et voilà, ces entreprises-là, en tout cas, ne prennent plus le risque de simplement faire reposer leur stratégie climat sur de l'achat de crédit carbone. C'est une idée importante et on voit bien du coup la transition et que ça peut apporter et ces trajectoires où outillent la transition. La finance carbone est vraiment un appui transitoire et ça rejoint ce que vous disiez Valérie sur l'appui sur la finance hybride, etc. Super. Alors, peut-être juste pour compléter sur les critiques, parce que c'est quand même important de clarifier, et je pense que ça fait avancer aussi le débat. Il y a eu pas mal de fonds super green, hein, encore une fois, selon les régulations européennes, sans rentrer dans les acronymes, qui montraient qu'il y avait voilà, qu'il y avait en tout cas pas mal de fonds qui se définissaient comme super verts, hein, donc le fameux article 9 de la dernière régulation. Et qu'en fait, à l'intérieur de ces fonds, il y avait quand même des fonds justement sur les énergies fossiles. Est-ce que c'est des choses qui font débat autour de la finance à impact, Valérie? Est-ce que c'est des choses que vous voyez ou comment... Alors, nous, on le voit d'une certaine façon, on n'est pas confronté vraiment à ça, mais le fonds d'Island Communities est un fonds un peu particulier parce qu'il a ce qu'on appelle un 90-10, hein, qui est sous une législation réglementaire française, qui veut dire que on a 10% du fonds qui sont investis justement dans des entreprises sociales. Donc avec un risque effectivement de retour sur investissement, c'est plus risqué, et donc qui oblige à avoir 90% du fonds qui sont sur des SICAV. Donc dans cette partie justement SICAV, SICAV monétaire, etc., l'argent, effectivement, nous, on est en train de vraiment regarder et s'assurer que cet argent est bien investi. Alors du monétaire, parce que effectivement, c'est important pour dérisquer, mais il y a une partie aussi qui sont investis dans des fonds, donc article 8, article 9, et c'est vraiment un exercice qu'on est en train de faire aujourd'hui, de creuser, de comprendre. C'est pas simple, hein, je vais être très transparente, d'avoir les informations, de pouvoir les analyser et de vraiment appréhender la qualité de ces fonds, mais bon, voilà, il y en a certains qui sont reconnus, et donc par rapport à votre question, voilà, les articles 9, nous, on les regarde par rapport à la structure même de notre fonds, et c'est une vigilance qu'on a aujourd'hui
qu'on n'avait pas avant parce qu'en fait, on n'avait pas ces éléments-là, il n'y avait pas cette structure-là, cette façon de classifier en fait les investissements. Et à nouveau, je pense que c'est un élément extrêmement positif de l'évolution de la finance à travers une réglementation qui va permettre de classifier en fait les investissements. Alors peut-être que tout n'est pas parfait encore, mais en tout cas, on va dans la bonne direction. Super. Alors, une petite question sur quand on parle vraiment de services essentiels, peut-être Jérôme nous aurait expliqué rapidement, parce qu'on voit qu'il y a une différenciation sur le prix carbone. Je pense que c'est un élément important, s'il faut qu'on comprenne bien. En fonction des typologies de projets que vous aviez expliqué tout à l'heure, comment vous fixez ce prix carbone, sachant que voilà, il y a aussi un contexte où il y a des économistes qui poussent pour avoir un prix carbone mondial élevé, etc. Quelles sont les perspectives que vous pouvez nous donner là-dessus? Mhm. Alors, sur le prix des crédits carbone sur le marché volontaire international, il dépend d'un grand nombre de facteurs. En fait, il dépend déjà des coûts de revient à la tonne du projet. Donc, chaque projet a son business plan. Donc, réduire une tonne de carbone, voilà, on n'a pas le même coût de revient à la tonne si on est sur un projet d'accès à l'eau, si on est sur un projet de foyer de cuisson amélioré, ou si on est sur un projet de restauration de mangroves. Et même au sein d'une même typologie de projet, on ne va pas avoir les mêmes coûts en fonction des pays parce qu'on n'a pas les mêmes coûts de matière, on n'a pas les mêmes coûts de main-d'œuvre, on n'a pas les mêmes coûts de logistique. Donc, la première composante du prix des crédits carbone, c'est vraiment le coût de revient unitaire. Donc, ça dépend de la typologie, ça dépend du standard de certification aussi. Les standards n'ont pas tous les mêmes coûts. Il y a des différences de coûts de certification entre le Gold Standard, le VCS et les autres standards. Il y a les co-bénéfices. En fait, quand un projet permet d'apporter plus de co-bénéfices socio-environnementaux au-delà de la tonne de carbone émise ou réduite, ça vient valoriser le projet. Puis il y a des projets aussi dans le cadre desquels il y a des programmes socio-environnementaux qui sont financés en plus du carbone. Par exemple, dans un projet de préservation forestière, il va y avoir des programmes de formation, des programmes de création de centres d'accès aux soins, etc. Donc tout ça aussi, ça impacte le coût du projet et donc ça augmente le prix à la tonne. Il y a la taille du projet. Donc il y a des économies d'échelle aussi. Plus on a des projets de grande taille, plus on va venir lisser les coûts de certification, les coûts d'audit. Donc voilà, il y a tous ces paramètres qui rentrent en jeu, le business plan, la taille, la certification, les co-bénéfices, et puis et puis l'offre et la demande aussi. Évidemment, on est sur un marché, donc voilà, il y a une demande qui est forte, très forte, par exemple pour les projets de blue carbone, de restauration de mangroves, mais il y a très peu de projets certifiés et de volumes disponibles, donc ça crée une tension sur les prix, donc les prix augmentent plus rapidement pour cette catégorie de projet. Donc voilà, pour vous donner des ordres de grandeur sur les prix, parce que je pense que c'était aussi votre question, Paul. En gros, pour les projets d'émissions réduites ou évitées, on va être entre 5 et 20 euros la tonne. Pour les projets de capture du carbone depuis le carbone naturel, on est plus sur des projets qui vont être entre 25 et 40 euros la tonne. Donc voilà, ça donne déjà quelques ordres de grandeur. Il y a souvent un débat sur euh, les prix des crédits carbone plus bas. Est-ce que c'est un synonyme de qualité ou pas? Encore une fois, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ça dépend vraiment de la localisation, de la typologie de projet. Donc voilà, vous avez des super projets qui vendent des crédits carbone à 10 euros et vous avez des projets qui sont moins qualitatifs et qui vendent des crédits plus chers. Donc voilà, c'est pas aussi facile que ça. Les crédits carbone générés en France dans le cadre du label bas carbone sont plus élevés parce que tout simplement, il y a des coûts de revient à la tonne plus chers, quoi. Il y a des coûts d'audit plus chers, il y a des coûts de travaux forestiers plus chers, c'était des coûts de main-d'œuvre plus chers, etc., etc. Après, est-ce qu'une tonne de carbone séquestrée en France vaut mieux qu'une tonne de carbone séquestrée au Pérou? Voilà, en termes de climat, l'impact pour le climat est le même, quoi. Les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas de frontières. Donc, Non, mais il c'est faut des intéressant de projets bien partout. comprendre faut bien comprendre les critères. Effectivement, c'est pas forcément les plus intuitifs, donc c'est intéressant d'avoir réexpliqué tout ça.
Alors, on a parlé beaucoup d'eau aujourd'hui et c'est un thème qui est très important pour le think tank Ressources. Il y a aussi la question des déchets de l'économie circulaire qui sont parfois un petit peu moins traités et donc on a encore un tout petit peu de temps pour ça et c'est plus une question pour vous, Jérôme, aussi. Comment la finance, du coup, on va dire durable, se réinvente là-dessus et notamment sur la question des matières les plus polluantes, notamment des plastiques, pas que, mais on voit qu'il y a du changement là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques repères, quelques perspectives de ces nouveaux modèles? Alors oui, en fait, il y a différents schémas de certification qui sont en train d'être mis en place et qui s'inspirent de la finance carbone. Il y a notamment beaucoup de réflexions en cours sur la mise en place de certificats biodiversité et aussi sur la mise en place de certificats et de crédits plastiques. Nous, c'est un sujet qu'on regarde avec attention et aujourd'hui, je voulais faire un zoom rapide sur la question de la finance plastique et j'avais prévu aussi là peut-être quelques diapositives que je vais partager très rapidement pour expliquer ce sujet en 2-3 minutes. On va Vous le me faire dites- super vite, Jérôme, parce qu'il faut laisser un tout petit peu de temps pour les questions-réponses, mais c'est Ouais, important qu'on passe quand même bien 5 minutes dessus, donc ok. allez-y. Est-ce que vous voyez les slides ou pas? Ouais, très bien. Ouais. Bon, alors en gros, la finance carbone, donc c'est un secteur la finance plastique, pardon, c'est un secteur qui est émergent. On retrouve, comme pour le marché carbone volontaire, des organisations qui visent à développer les bonnes pratiques sur le marché. Il y a notamment le Plastic Footprint Network et l'ISIL qui définissent des bonnes pratiques. Et il y a des standards de certification qui sont en train d'émerger pour venir certifier des projets de collecte ou de recyclage de plastique. Les deux plus connus et qui se développe le plus rapidement aujourd'hui, c'est le schéma de certification des crédits plastiques de Vera et aussi le schéma de Ocean Bond Plastic, qui est mis en place par une ONG française et qui est un standard aussi qui permet de certifier des projets. On retrouve les mêmes principes que sur la finance carbone, donc des projets qui vont être audités par des tierces parties, avec des projets qui sont enregistrés sur des registres et qui vont venir générer des crédits qui sont placés sur des registres. Alors pour la finance plastique, on retrouve deux grandes catégories de projets. Il y a les projets de collecte de plastique et il y a les projets de recyclage. Dans les projets de collecte, on voit beaucoup de projets en train de se structurer qui consistent à venir financer des projets d'amélioration des conditions de vie des waste pickers dans les pays en voie de développement. En fait, très souvent dans les pays en voie de développement, la collecte des déchets plastiques est réalisée par des populations très défavorisées qui travaillent dans des conditions vraiment très difficiles. Et donc, ce type de projet de finance plastique permet, via les revenus issus de la finance plastique, de structurer un peu des filières de collecte où on va venir donner des conditions de travail décentes à ces personnes qui viennent collecter le plastique. Mais ça permet aussi de financer des centres de collecte, des véhicules pour venir assurer la collecte. Enfin, voilà, vraiment de structurer des filières de collecte du plastique. Et puis après, il y a les projets de recyclage. Et là, l'idée, c'est de venir, grâce à la finance carbone, plastique, pardon, financer au moins en partie des nouvelles installations, des usines, des centres de traitement et de recyclage du plastique. Donc c'est un marché qui est beaucoup plus nouveau que le marché carbone. Les standards existent depuis 2020. Il y a des projets qui commencent à être certifiés. Donc sur le standard de Vera, il y a une vingtaine de projets qui sont certifiés. Il y a une quarantaine de projets qui sont en cours de certification. Et sur OBP, Ocean Bond Plastic, il y a aussi un certain nombre de projets qui commencent à être enregistrés sur le registre. Voilà, comme on n'a plus beaucoup de temps et qu'on veut garder du temps pour les questions, je vais peut-être pas trop m'attarder, mais voilà, là, on voulait présenter un projet dual. Les projets peuvent être enregistrés soit sur la collecte, soit sur le recyclage, soit des projets mixtes. Là, c'est un projet mixte qui a lieu au Sénégal et qui permet donc de venir structurer la filière de collecte et de financer des installations de traitement et de recyclage du plastique avec voilà, un certain nombre d'indicateurs. Ce projet-là, en l'occurrence, il a déjà permis de collecter plus de 3000 tonnes de plastique et de recycler
aussi plusieurs milliers de tonnes de plastique. Évidemment, c'est des projets qui ont plein de co-bénéfices environnementaux, surtout environnementaux parce que la pollution plastique, c'est un enjeu majeur. Et, voilà, je vais rappeler certains chiffres clés, mais aujourd'hui, nous-mêmes en France, on ingère l'équivalent d'une carte bleue en plastique, donc plusieurs grammes de plastique chaque mois. Donc voilà, c'est un enjeu. Les plastiques finalement se retrouvent dans les océans, ça se retrouve dans toute la chaîne alimentaire. Donc il y a des vrais enjeux de pollution environnementale. Et puis après, il y a des enjeux sociaux qui sont énormes pour les populations qui travaillent sur la collecte et le traitement des plastiques. Voilà, j'en dis pas plus parce que je veux garder du temps. On vous sentait très chaud sur le sujet, désolé de vous couper, mais c'est hyper important de montrer qu'effectivement, derrière toute la typologie de compensation du carbone, on va dire, il y a d'autres choses qui se créent, et c'était ça qu'on voulait montrer aujourd'hui. Et comme c'est quelque chose de très nouveau, on aura l'occasion d'en reparler certainement plus tard. Alors, peut-être juste avant de passer aux questions, peut-être un petit mot de la fin, si vous voulez rajouter une dernière idée, Valérie et Jérôme. Soit c'est quelque chose qu'on n'aurait pas couvert, soit un petit mot de conclusion, puis on passera sur les questions. Je vous laisse la parole, Valérie, si vous voulez commencer. Mot de la fin, de mon côté, je dirais, en fait, sur cette problématique de financer de l'impact en donnant accès à des biens essentiels, la clé, donc on l'a dit, c'est patient capital, c'est avoir du temps. Et c'est aussi travailler avec des partenaires, hein, partenaires soit localement, soit des partenaires financiers qui vont apporter justement des modes de financement différents. C'est travailler avec les banques de développement qui ont aussi pas mal de budget en fait et qui peuvent investir sur ces thématiques-là. Donc c'est pour moi il faut ouvrir, hein, en tout cas en tant qu'entreprise et investisseur à impact, d'ouvrir sur des modes de fonctionnement plus collaboratifs, plus innovants et accepter le temps long, ce qui n'est pas évident. Alors pour ma part, le mot de la fin, ce serait de dire que sur les sujets que j'ai couverts aujourd'hui, hein, la finance carbone et la finance plastique, et bientôt on aura aussi des certificats biodiversité. Je pense que ça fait partie d'un panel de solutions innovantes pour venir financer des projets, des actions qui aujourd'hui n'ont pas les sources de financement nécessaires. Je pense que ces mécanismes de financement qui s'intègrent dans des mécanismes de marché sont des mécanismes qui sont essentiels pour atteindre les objectifs qu'on doit essayer d'atteindre au niveau international si on veut lutter contre le changement climatique et si on veut lutter contre la pollution plastique et puis si on veut aussi préserver la biodiversité. Les enjeux, c'est évidemment des enjeux de qualité et d'intégrité du marché. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu des critiques à la fois sur la qualité des projets et sur l'utilisation faite des projets, et notamment les claims, les revendications faites par les entreprises. Aujourd'hui, on doit continuer à renforcer les bonnes pratiques, aussi bien sur les méthodologies, les standards, les cadres de reporting, les audits pour garantir qu'on va aller vers des projets qui sont de plus en plus des projets de qualité et aussi pour encadrer la communication qui peut être faite autour des actions. Donc, voilà, les gros enjeux, c'est continuer à renforcer l'intégrité et les bonnes pratiques sur le marché pour pouvoir attirer encore plus de financement et pouvoir déployer tout le potentiel de ces mécanismes-là. Super, des messages super optimistes et c'est bien d'entendre ça et c'est bien de comprendre cette évolution, cette transition. Il y a beaucoup de messages optimistes de la part du public également qui vous remercie et qui vous félicite pour tout ce que vous faites. On ne va pas tous les lire. Peut-être quelques questions. Alors, il y avait une question pour Valérie sur Danone Communities. Comment faites-vous pour évaluer les projets à financer? Quels sont les paramètres que vous regardez? Quelle est la place de la recherche de rendement financier dans le processus? Alors, nous, on a une approche qui est très centrée sur l'entrepreneur, hein. C'est-à-dire que derrière une entreprise, il y a d'abord un homme ou une femme qui, surtout sur ces entreprises à impact,
Et c'est cette personne-là qui va porter le projet tous les jours, tous les matins, qui va se réveiller et qui va, voilà, qui doit avoir la foi pour faire avancer ces business qui sont pas des business faciles, comme je l'ai expliqué. Donc, le premier critère pour nous, c'est l'entrepreneur. Le deuxième, c'est sa capacité et c'est notre compréhension et évaluation de la capacité de l'entreprise à passer à l'échelle, puisqu'on parle d'impact. Aujourd'hui, s'il touche 20 000 personnes, c'est est-ce qu'on croit que ce modèle, effectivement, a la capacité à en toucher 1 million, et le comment est-ce qu'après on va y arriver et le financer. Et en fait, le point de rentabilité, c'est un troisième point qui est sa feuille de route vers la rentabilité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Danone Communities investit généralement dans des entreprises qui ne sont pas forcément déjà rentables. Et notre rôle, c'est de les amener à la rentabilité. Donc, c'est plus la feuille de route vers la rentabilité. On sait tous, un business plan entre ce qui m'est présenté aujourd'hui, 19 octobre, et la réalité, même dans 3 mois, sur des business comme ça, sur des marchés, des pays aussi compliqués, ça n'aura rien à voir. Mais c'est pas tellement ça qu'on regarde, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ce business, ce business plan, quelles sont les hypothèses, est-ce que ça nous semble réaliste ou pas, et qu'il y a un plan d'action pour arriver à la rentabilité. Vous voyez, l'aspect financier, il arrive au final en 3e position. C'est important, mais c'est pas au final le cœur de notre choix. Très clair, merci Valérie. Alors, on reparle du débat sur la double matérialité. Alors, je pense qu'on a un petit peu traité le sujet, matérialité simple versus matérialité de l'impact, et des deux. Est-ce que vous voulez redire un mot là-dessus ou on a été clair? J'ai pas forcément de complément à apporter par rapport à ce qui ce qui a été dit tout à l'heure. C'est voilà, moi je connais un petit peu la CSRD, mais c'est pas mon plus grand domaine d'expertise, donc je me positionnerai pas plus sur ce sujet. Oui, nous, on la découvre, mais je vais dire que sur le principe, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est un pas positif dans la bonne direction et assez structurant. Donc, voilà. Et pour moi, il n'y a pas de débat à avoir, il faut y aller, quoi. Il y a un moment. En tout cas, pour reprendre les mots d'Emmanuel Faber, il invite à ne pas se battre sur les différents standards et de travailler ensemble, donc c'est positif, mais il tient à dire que la double mentalité n'est pas forcément très positive. Donc, je pense que pour répondre à la question, ce n'est pas forcément complètement un débat fermé, mais il semblerait qu'il y ait quand même pas mal d'arguments pour dire que c'est quand même un pas en avant pour continuer à structurer en tout cas cette transition vers une finance durable qui est réglementée. Alors, il y a Olivier Tridon qui nous parle de crypto-monnaies. Bonjour, en quoi les crypto-monnaies et certains stablecoins en particulier peuvent demain embarquer des qualifications d'impact et leur cumul en qualifiant la pièce digitale ou de la transaction financée par tels moyens digitaux? Question trapue. Est-ce qu'on a quelqu'un compétent sur la matière? Ah non, moi non, en tout cas. Ouais, c'est des sujets qui sont complexes. Sur le marché carbone volontaire, il y a plusieurs startups qui se sont créées depuis 2-3 ans pour voir euh, comment via la crypto-monnaie on pourrait générer plus de financement pour les projets carbone et notamment au niveau du grand public. En fait, et ça répond à l'autre question, parce que j'ai ouvert les questions sur le chat aussi, ça répond à la question de Jill Anaïs, qui est étudiante en économie du développement et qui posait la question sur une tonne égale un crédit carbone. Oui, donc c'est toujours le principe. Après, il y a un enjeu, c'est comme les crédits carbone sont indivisibles, c'est comment on fait pour venir, entre guillemets, compenser ou contribuer quand on a des très petits volumes d'émissions. Par exemple, si vous faites un achat, je sais pas, d'un shampoing à Monoprix, ça va pas faire 1 tonne, ça va peut-être faire 10 grammes carbone. Et donc, en fait, pour faciliter l'accès du marché aux particuliers, certaines startups sont en train de voir comment ils peuvent, via la blockchain et via les crypto-monnaies, diviser des crédits carbone pour faire du cumul de très petits volumes, pour consolider des microfinancements pour les apporter sur des projets et voilà, permettre de rendre ces tonnes de carbone divisibles. Voilà. Après, il y a des startups qui regardent.
et qui se développe. Mais après, je ne sais pas si ça répond exactement à la question. En tout cas, il y a pas mal de startups qui regardent le sujet. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions. Il y avait des demandes de mise en relation, mais ça, on pourra traiter ça par ailleurs. Je crois qu'on a fait à peu près le tour, sauf s'il y a des questions de dernière seconde chez nos amis les participants. Il nous reste 3-4 minutes à peine. Donc, s'il y a effectivement une question des participants, n'hésitez pas. Euh, En tout cas, pour ma part, je tiens à remercier Yolini André, qui est la coordinatrice de notre think tank et qui a été assez instrumentale sur l'organisation de cet événement. Paul, modération éclairée comme toujours. Merci infiniment. Ça a été un webinaire, j'allais dire, vraiment de choix et de qualité. Et merci à Valérie et à Jérôme. Vous avez à la fois partagé votre connaissance et vous avez aussi un aspect extrêmement constructif et positif. Et ça, c'est très agréable dans ce qui est considéré comme particulièrement difficile comme objet social, si je puis dire. Et on a eu un très très grand plaisir à vous recevoir. Je vérifie quand même s'il y a une dernière question ou pas. Euh, il y a une question sur la blockchain. Je pense qu'elle est liée forcément à la traçabilité, j'imagine. Mais je renverrai, si je puis me permettre, sachant que le temps passe vite maintenant, je renverrai sur un webinaire que nous avons déjà organisé sur la blockchain en particulier et sur l'importance première qu'elle aura dans la traçabilité des opérations, notamment d'accès aux services essentiels dans les pays émergents. Voilà, peut-être un petit dernier mot de la fin pour vous, s'il vous plaît, Jérôme, Valérie, et puis Paul, bien sûr, avant de saluer nos amis et préciser que, bien évidemment, l'intégralité de ce webinaire sera retransmise sur les réseaux sociaux d'ici environ 8 jours et sera disponible sur notre site ressources. Valérie, peut-être un mot de la fin. D'abord, vous remercier voilà, d'ouvrir des débats sur, effectivement, comme vous l'avez dit, la finance durable et impact qui évolue. Et je pense qu'il faut, voilà, le mot de la fin, c'est voilà, c'est un paysage en pleine évolution. Il y aura encore des changements et il faut les prendre, hein. Je pense notamment, on n'en a pas parlé, mais au water bond. Moi, je pense que ça va arriver à un moment. Enfin, voilà. Et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant, en fait. C'est qu'on n'est pas du tout dans quelque chose de statique. On est bien dans quelque chose en pleine évolution et pour le bien de la planète. C'est bien, Donc, ça veut dire que vous nous donnez rendez-vous pour un autre webinaire, très certainement, dans un certain nombre de voilà. mois. Jérôme, de votre côté. Non, bah, moi aussi, tout d'abord, je voulais vous remercier, euh, Patrice pour l'invitation et Paul pour l'animation, et puis remercier aussi les participants du webinaire. Moi, mon mot de la fin, c'est peut-être oui, de rester dans cet optimisme et dans cette volonté d'agir. Sur tous les sujets, il y a des critiques. Sur la finance durable, il y a des critiques. Sur la finance carbone, il y a des critiques. Sur tous les sujets, il y a beaucoup de critiques. Il y a des critiques qui sont parfois constructives, qui permettent de faire avancer des méthodologies, des standards, et puis de renforcer la qualité des projets. Mais je pense qu'il ne faut pas uniquement s'arrêter à ces critiques. Et parfois, voilà, faut se dire, il faut y aller. Il y a des enjeux qui sont tellement importants que voilà, si on s'arrête à toutes les critiques, on ne fait plus rien et on a besoin d'agir rapidement. Donc voilà, il faut avancer, il faut faire, il faut mettre en place des actions, il faut financer des projets. Et donc voilà, c'était ça mon dernier mot, un petit peu action et ambition et optimisme. Merci, Jérôme. Un dernier mot, dernier, Paul. Non, mais je vais faire la synthèse des deux remarques et je m'inscris totalement dans ce qui a été dit. Et je crois qu'il faut, enfin, en préparant ce webinaire, j'ai vraiment appris, enfin, j'ai bien compris l'évolution très très rapide de la finance soi-disant durable, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. On sent bien qu'il y a 10 ans et maintenant, c'est quand même le jour et la nuit. Et je comprends bien aussi qu'il y a des questions, il y a comme vous l'avez dit, Jérôme, il y a beaucoup de critiques qui se font et qui sont parfois justifiées, mais qui sont dépassées assez vite. On voit bien qu'on prend en compte tout ça.
Il y a quelques canards boiteux qui vont malheureusement aussi toujours faire qu'on pense que la finance durable peut être associée à du greenwashing, mais on voit bien en tout cas une évolution positive. Alors, est-ce que ce sera suffisant dans les ambitions? C'est pas encore dit, mais la finance ne va pas résoudre tous les problèmes, ça reste avant tout un outil. Mais on voit bien que cet outil évolue, se diversifie, se complexifie pour le bien aussi, notamment sur les questions de réglementation. On a bien conscience que c'est compliqué. Mais ça va dans le bon sens. Et encore une fois, je pense qu'il faut dire quand même quand les choses vont bien en Europe sur la question de la réglementation, il faut quand même visiblement être content de ce qu'on fait et ça va quand même dans un sens positif. Merci Paul. Et donc c'est le mot de la fin. Rendez-vous lors d'un prochain webinaire pour les membres de ressources et puis tous les participants qui souhaitent se joindre aux thématiques qui vont être abordées. Vous avez un programme qui va être diffusé sur les réseaux sociaux pour nos différents webinaires pour les mois à venir. Je vous donne rendez-vous donc au prochain webinaire et encore une fois, merci à tous. Bonne soirée.